On va passer à la troisième partie de ce triptyque matinal sur la question justement sociale, sur la transition sociale écologique. Donc quelques mots juste pour vous présenter notre orateur. Donc ici, on va vous présenter un rapport de synthèse. Vous vous souvenez, hier, on a eu l'occasion d'entendre un premier rapport de synthèse. Donc l'idée de ces rapports de synthèse, c'est quelque chose qui est nouveau lors de ce deuxième congrès. Ce sont des rapports qui font un résumé de ce qu'on sait dans la littérature scientifique sur une question de recherche pertinente. Et aujourd'hui, comme vous vous rendez compte, l'idée était de traiter de cette question sociale écologique. Ce rapport de synthèse qui nous a été soumis a été écrit par deux personnes. Éloi Laurent, tout d'abord, qui est enseignant à Sciences Po Paris, à Stanford University, qui est aussi économiste senior à l'Observatoire français des conjectures économiques, plus connu sous le nom de l'OFCE aussi. Et le deuxième auteur de ce rapport est Philippe Pochet, directeur général de l'Institut social européen. Je vais directement donner la parole à Éloi, qui va nous présenter son rapport et les résumés importants de ceci. Éloi. Bien, merci beaucoup. Alors d'abord, c'est un très grand honneur pour moi d'être ici pour vous présenter ce rapport de synthèse. Je voudrais remercier les organisateurs de cette manifestation, les professeurs Van Ypersel, Hudon et Scuter. Je voudrais les remercier de nous avoir confié cette tâche. Bon, c'est évidemment une charge absolument impossible à porter pour moi de m'adresser à vous après ces deux orateurs éminents. Je vais néanmoins essayer de m'en acquitter. Alors, donc, effectivement, nous avons intitulé cette... comment démarrer le... Voilà. Donc l'idée de ce rapport, c'est de concevoir une transition sociale écologique. Donc, on l'a rédigé avec Philippe Pochet, comme ça a été dit. Et donc, effectivement, voilà un petit peu le propos que je voudrais avoir devant vous. D'abord, vous expliquer pourquoi est-ce que nous pensons que la transition doit être sociale écologique. Qu'est-ce que ça signifie? Et en particulier, qu'est-ce que ça signifie par rapport à la vision que nous avons de nos crises écologiques à travers essentiellement la perspective des sciences dures, de la chimie, de la physique et de la biologie. Comment intégrer la question sociale, à la fois du point de vue disciplinaire, les sciences sociales, et puis les problématiques sociales. Ensuite, donc, je voudrais vous montrer de quelle façon on a conçu le rapport, essentiellement en trois parties. La première partie étudie le lien entre les inégalités et les crises écologiques et essaye de montrer en quoi les deux sujets sont étroitement reliés. La deuxième partie essaye de montrer en quoi la transition climatique est liée à la question de l'emploi et comment concevoir l'évolution de l'emploi dans cette problématique de la transition climatique. Et enfin, la troisième partie du rapport propose une réflexion plus institutionnelle sur le type d'institution qu'il nous faudra pour construire cette transition. Parce que, autant le dire tout de suite, une transition, ça n'est pas un processus qui s'opère par magie du jour au lendemain. Une transition, il y a eu beaucoup de transitions dans l'histoire humaine. Une transition, ça se fait par la construction d'institutions. C'est ça qui, en fait, permet la transition. Ce qui fait une transition, c'est la construction graduelle d'institutions, et d'institutions robustes. Donc on a besoin de réfléchir aux institutions qui vont porter la transition à laquelle on aspire. Et je vous dirai enfin un mot sur la conception de l'écologie à laquelle cette perspective sociale écologique peut conduire. Bon, je voudrais commencer d'abord par une illustration qui est sans doute familière pour beaucoup d'entre vous, une représentation de nos crises écologiques. Donc c'est le fameux papier qui a été publié pour la première fois en 2009 sur les limites planétaires, qui a été actualisé cette année en début d'année, publié dans la revue Science, et qui propose de concevoir le problème, disons, des crises écologiques comme un problème de limite. C'est-à-dire que nous avons au centre l'humanité qui serait dans ce que les auteurs appellent « safe operating space », c'est-à-dire un état, disons, de sécurité, et puis on franchit un certain nombre de limites planétaires et on se met en danger. L'humanité se met en danger et on voit, selon les données qui existent aujourd'hui, que l'humanité est déjà en danger par rapport à la question climatique, à la question de la biodiversité, à la question de certaines pollutions chimiques. C'est évidemment une représentation très utile, très importante et très influente, extrêmement influente, à vrai dire, dans la communauté internationale. Et pourtant, c'est une représentation problématique. C'est une représentation qui est elle-même limitée, si je puis dire. Et la limite de cette représentation, c'est qu'on n'aperçoit pas dans ce schéma les systèmes sociaux. C'est-à-dire qu'on nous parle d'une humanité, avec un grand H, qui aurait franchi des limites qui sont physiques et qui, en quelque sorte, déclencherait des crises écologiques qui reviendraient hanter cette humanité avec un grand H. Mais de quelle nature sont les systèmes sociaux qui ont produit ces crises? Et qui va être affecté par ces crises?
Donc de quelle façon intégrer les systèmes sociaux dans ces limites? De quelle nature sont les limites de la planète? Est-ce qu'elles sont physiques ou est-ce qu'elles sont éthiques, politiques et sociales? Je pense qu'elles sont éthiques, politiques et sociales. Je pense que les limites de la planète ne sont pas des limites physiques. Il y a des limites physiques, mais la question c'est qui est responsable de quoi, avec quelles conséquences pour qui? Et ça, c'est la question sociale écologique. C'est la question qui articule une vision des sciences dures, des crises écologiques, avec la question de leur résolution, qui est forcément une question sociale. Les sciences dures nous aident à comprendre un problème que les sciences sociales nous permettront de régler. On a besoin des sciences dures pour savoir que le changement climatique existe, mais on a besoin des sciences sociales pour y faire quoi que ce soit. Donc il nous faut cette articulation sociale-écologique. Donc c'est ça l'idée de la sociale écologie, c'est d'articuler systèmes sociaux et systèmes naturels pour comprendre ce qui se passe et comment sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes. De quelle façon est-ce que la sociale écologie s'inscrit dans la réflexion sur le développement soutenable? Elle s'inscrit comme le chaînon manquant, c'est-à-dire que on sait, le rapport Brundtland nous propose une vision simultanée des questions économiques, questions sociales et environnementales. On a progressé sur... Ce qui est important dans ce triangle, ce n'est pas tant les sommets que les côtés, en réalité. Et on a progressé sur deux côtés du triangle, qui sont la réflexion sur un développement inclusif, et notamment la perspective des inégalités, et l'économie des inégalités fait un grand retour depuis une quinzaine d'années. Donc ça, c'est l'articulation entre économie et sociale. Peu de gens défendraient aujourd'hui l'idée que le développement économique doit être inégalitaire. On a progressé sur l'articulation entre économie et environnement, et ça, c'est toute la problématique de l'économie verte. Et on a un certain nombre de travaux sur les emplois verts, sur les éco-industries, etc. Mais on a finalement peu progressé sur ce qui était pourtant paradoxalement le cœur du rapport Brundtland, c'est-à-dire l'articulation entre social et écologie. Si vous reprenez le rapport Brundtland vous dit, il y a donc plus de 25 ans, que les inégalités sont la variable absolument déterminante pour comprendre comment organiser le rapport entre social et environnement. Voilà. Et en fait, ce lien-là a été beaucoup moins travaillé que les deux autres au cours des, disons, 30 ans qui se sont écoulés. Et donc l'idée de la sociale écologie, c'est précisément de travailler ce rapport, d'essayer de comprendre comment les questions écologiques sont des questions sociales. Ce ne sont pas des questions de politique étrangère, ce sont des questions sociales. Et leur résolution est une question sociale. Alors, qu'est-ce qu'une transition? Donc c'est effectivement un état, enfin c'est le passage dynamique d'un état qui est considéré comme non souhaitable à un état qui est considéré désirable au moyen d'un certain nombre d'institutions. Cette transition-là ne se fera ni par l'obéissance ni par la terreur. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette transition-là ne se fera pas par la raison pure, et elle ne se fera pas non plus par la peur panique. Donc l'idée selon laquelle il suffit de produire de la bonne science pour que les sociétés obéissent à la littérature académique, c'est une illusion complète. On pourra avoir une très bonne science, les sociétés ne bougeront pas pour autant. De même qu'on pourra tenir un discours catastrophiste sur la fin du monde qui est pour demain, sans doute ça aura exactement l'effet inverse sur les gens. C'est-à-dire qu'à la fois l'idée d'une science qui saurait là où les sociétés ne savent pas et qui moraliserait le problème en expliquant que les comportements sont immoraux, ça ne marchera pas et ça dressera plutôt les peuples contre la science. Et si on tient un discours complètement catastrophiste sur la fin du monde imminente, vraisemblablement on va accélérer les comportements irresponsables. Et on ne va pas les réduire. Parce que si on pense que la fin du monde est pour dans 10 ans, l'idée c'est prenez tout ce que vous pouvez maintenant. Bon. Donc, ces deux moyens de transition ne sont pas efficaces. Ce dont nous pourrions avoir besoin, c'est de la construction d'un récit commun positif, ce que les Américains appellent un narrative. Bon. Et le narratif doit être positif, évidemment. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le savoir seul, scientifique, ne va pas suffire. Il faut un élément de croyance. Il faut un élément de croyance sociale pour mettre en action, c'est-à-dire qu'il faut la science pour savoir, mais pour agir, il faut la croyance. Bon. Donc il faut effectivement d'un côté une croyance sociale et de l'autre de nouvelles institutions qui permettent cette transition. Autant le dire tout de suite, je ne pense pas, et je suis économiste et même macroéconomiste de formation, je ne pense pas du tout que l'efficacité économique soit, ou la croissance, soit le grand récit social dont nous avons besoin pour mettre en branle la transition. Vous avez peut-être su que hier à Paris, un grand sommet a été organisé, Business Climate, où on a rassemblé énormément d'entreprises, de financiers, pour dire à quel point le climat est une opportunité de business formidable. C'est sûrement vrai, mais je pense que c'est un argument très faible, en réalité, pour
vouloir la transition climatique. On ne veut pas régler le problème du changement climatique parce que ça va augmenter la croissance, si vous voulez. Et certainement pas, les peuples ne vont pas être sensibles à cet argument, surtout quand ils constatent que cette croissance est profondément inégale. Donc je pense qu'en fait, l'argument de l'efficacité économique, qui est utile et qu'on utilise beaucoup aujourd'hui pour intéresser le secteur privé et la finance à la question de la transition climatique, en fait, est un argument faible. Le véritable argument fort, c'est l'argument de la justice sociale. C'est ça, le véritable argument qui peut effectivement sensibiliser, les citoyens à la question de la transition. Donc ce qu'on fait dans le rapport, c'est qu'on dit, au fond, la grande croyance sociale, on n'invente rien de nouveau. La grande croyance sociale, c'est l'idée du progrès social. C'est l'histoire du XXe siècle, fondamentalement. Et l'histoire du XXe siècle, c'est en effet comment on a redistribué en quelque sorte les fruits des modèles de croissance inventés au XIXe siècle de manière beaucoup plus large. Et c'est l'histoire d'une formidable explosion du développement humain. C'est ça le XXe siècle. Et le XXIe siècle, ce sera la question de savoir si ce développement humain va pouvoir résister aux crises écologiques. Bon. Donc l'idée, c'est de dire, au fond, ce progrès social s'appuie sur un triptyque qui est d'un côté la question de l'égalité ou de la lutte contre les inégalités, de l'autre la question de l'emploi, et enfin la question de la protection sociale. Et donc on articule notre rapport autour de ces trois piliers du progrès social qui, pour nous, forment le soubassement de cette croyance sociale qui peut mettre effectivement en action la transition. Donc la première partie du rapport, c'est l'idée d'articuler inégalité et crise écologique, donc de montrer comment la crise des inégalités que nous vivons depuis 30 ans a un lien double et réciproque avec la question des crises écologiques. L'idée très simple, c'est que la crise contemporaine des inégalités, qui est maintenant très bien documentée, nourrit les crises écologiques, constitue une espèce de carburant pour ces crises écologiques et ces dégradations environnementales à travers le monde et dans chaque pays. Et en retour, ces crises écologiques vont aggraver les inégalités sociales. Donc l'idée, en fait, très simple, est de dire que nous avons une bonne raison environnementale de résoudre ou de régler nos inégalités, ou en tout cas de les réduire, et que nous avons une bonne raison sociale d'atténuer nos crises écologiques. Donc c'est ça l'articulation, en fait. Donc il y a deux parties dans cette première partie. La première qui donc, est mise sous le chapitre de la social écologie intégrée. Ce que ça veut dire, c'est que les inégalités sont un problème pour les crises écologiques. Donc j'en prendrai rapidement deux exemples. Je pense que vous avez en tête l'intervention d'Indira Gandhi à la première conférence internationale sur l'environnement à Stockholm en 1972. Et ce que dit Indira Gandhi, qui était un des rares chefs d'État présents à ce moment-là, c'est que la pauvreté est la plus grande des pollutions, ou plus exactement, la plus grande des pollueurs. Et ce qu'elle entend par là, c'est que la pauvreté induit un certain nombre de dégradations environnementales, notamment de biodiversité, d'écosystèmes, parce que les plus pauvres de la planète n'ont accès qu'à ce type de capital, qui est le capital naturel, et donc ils ont tendance à le dégrader. Et donc cette vision de la courbe environnementale de Kuznets, dans laquelle on est d'abord pauvre, et puis on n'a aucun impact écologique, puis après on devient un peu riche, on a un impact très fort, et enfin on est très riche, et puis on est complètement vertueux écologiquement, elle est fausse de bien des manières, mais elle est fausse dès l'origine. C'est-à-dire, dès l'origine, postuler l'idée que la pauvreté n'induit pas de dégradation environnementale, c'est faux. Empiriquement, théoriquement, c'est faux. Bon. Donc, voilà un exemple. Si on pousse un petit peu dans le temps, les travaux d'Elinor Ostrom, qui est la seule femme à ce jour à avoir reçu le prix Nobel d'économie, et qui malheureusement n'est plus avec nous, Elinor Ostrom nous a montré par toute une série de travaux que des communautés qui sont des communautés inégales, qui sont des communautés inégalitaires, ne vont pas réussir à s'organiser efficacement pour préserver les ressources naturelles. Et qu'au contraire, il y a toutes sortes de solutions efficaces à travers le monde, de communautés qui parviennent à exploiter de manière soutenable des ressources naturelles, à condition qu'elles soient organisées selon des principes de justice. Ce qui est un message extrêmement puissant, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité à l'insoutenabilité. Ce n'est pas vrai. On peut construire des bonnes institutions fondées sur des principes de justice qui sont parfaitement efficaces dans la gestion de ressources durables. Voilà. Donc ça, c'est deux illustrations, je vous en donnerai une tout à l'heure supplémentaire. L'argument réciproque, social-écologie différentielle, c'est de dire ces crises écologiques qui sont en grande partie alimentées par la question des inégalités. Oui, juste un mot là-dessus. Hier, l'OCDE a publié un rapport qui dit que la montée des inégalités est très mauvaise pour la croissance économique. Hier, à Paris, le rapport a été publié. Bon, c'est un argument une fois de plus étrange, parce que le but du jeu n'est pas d'augmenter la croissance économique du PIB. Si le PIB est un mauvais indicateur, en fait, on se moque un peu de savoir si ça a un impact ou pas sur le PIB. Mais surtout, si vous lisez le rapport, vous verrez qu'il y a en fait à peu près rien d'autre que la préoccupation de la croissance économique. Donc l'argument là, c'est de dire les inégalités sont mauvaises pour plein de raisons autres que la croissance économique. Et le développement soutenable est sans doute une raison bien plus importante que le fait de savoir si ça prend ou pas quelques points de PIB.
Donc deuxième argument réciproque qui est ces crises écologiques vont avoir un impact puissant sur les inégalités sociales. Donc on a probablement devant nous une explosion des inégalités sociales sous l'effet des crises écologiques si on ne construit pas des protections collectives contre l'impact social de ces crises. Voilà. Donc c'est ça l'idée de la social écologie différentielle. Ces crises existent, le changement climatique existe, il est alimenté par les inégalités, mais ensuite il a un effet tout à fait différent sur les pays, sur les groupes et sur les individus. Et c'est ça l'idée. Et derrière cette idée de la social écologie différentielle, qu'y a-t-il? Le concept d'inégalité environnementale. C'est-à-dire que une nouvelle génération d'inégalités est devant nous, et d'ailleurs avec nous aujourd'hui, sont les inégalités environnementales. Et il faut absolument qu'on les reconnaisse et qu'on arrive à s'équiper de façon institutionnelle pour pouvoir les résoudre. Sinon, on va avoir, et je vous en donnerai des illustrations, un gros problème de ce côté-là. Voilà, donc voilà ce que je vous disais. On a une bonne raison environnementale de réduire nos inégalités sociales et une bonne raison sociale d'atténuer nos crises écologiques. Une illustration sur un problème très contemporain de l'effet des inégalités sur les crises écologiques. Vous connaissez, je pense, ou vous avez entendu parler des travaux qui sont conduits sur l'état des inégalités aux États-Unis. On sait maintenant que les inégalités de revenus aux États-Unis atteignent en ce début du XXIe siècle le niveau qu'elles avaient atteint au début du XXe siècle, c'est-à-dire qu'il y a une incroyable régression sociale des États-Unis vers donc des niveaux, disons, pré-politique sociale des inégalités. Bon. Des niveaux un petit peu préhistoriques en un sens d'inégalité. Si on considère que l'histoire du XXe siècle, c'est l'histoire effectivement du progrès social. Ces inégalités ont toutes sortes d'effets négatifs sur les États-Unis. Mais il y a un effet qui est rarement reconnu, qui est que ces inégalités conduisent à une polarisation politique beaucoup plus forte que ce qu'on a pu observer. C'est-à-dire qu'à mesure que les inégalités de revenus progressent, la démocratie se dégrade. Et la démocratie se dégrade parce que le consensus bipartisan entre la droite et la gauche, pour faire simple, les démocrates et les républicains, devient impossible. Eh bien, une victime collatérale de cette incapacité d'avoir un consensus sous l'effet des inégalités, c'est la politique environnementale. C'est-à-dire que cette polarisation politique conduit à une impossibilité d'avoir un consensus sur le moyen terme et sur le long terme, et donc d'avoir des politiques environnementales ambitieuses. Et ce que vous avez comme phénomène, c'est des inégalités qui dégradent le processus démocratique et qui, in fine, empêchent la politique environnementale de pouvoir être ambitieuse. Donc voilà un effet tout à fait clair des inégalités sur les crises écologiques, puisque ces crises ne vont pas pouvoir être traitées par des politiques adéquates sous l'impact de ces inégalités. Mais ce problème a une dimension globale. Parce que cette absence de consensus aux États-Unis fait qu'aujourd'hui, il est impossible que les négociateurs américains qui viendront à Paris pour la COP21 s'engagent sur un accord qui soit puissant juridiquement. Puisqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire ratifier par un Congrès, par un Sénat qui aujourd'hui est républicain. Il faudrait une majorité des 2/3. Donc la ramification globale de ce problème des inégalités aux États-Unis, c'est que, y compris, ça va affaiblir la nature juridique de l'accord qui sortira des négociations de Paris. Donc vous voyez la portée de cette crise des inégalités du point de vue de ce qu'on peut faire au niveau environnemental. C'est tout à fait stupéfiant. Une illustration rapide de cette problématique des inégalités environnementales dont je parlais, donc la social écologie différentielle. Voilà une vision du risque climatique en France. Vous savez qu'en France, nous avons eu en 2003, comme beaucoup d'autres pays européens, une canicule extrêmement violente. On a eu 14 000 morts, et c'est de la surmortalité. Ce n'est pas seulement de la mortalité habituelle, c'est de la surmortalité, 14 000 morts, donc c'est absolument considérable. Si on pense que malheureusement les canicules vont se reproduire dans un avenir plus ou moins proche, qui est malheureusement vraisemblable, eh bien, il faut étudier non pas seulement le risque climatique en tant que risque écologique, mais le risque social écologique. Et pour ça, il faut calquer d'un côté des cartes qui sont des cartes d'exposition au risque climatique, la carte que vous voyez ici à droite, enfin à gauche pour vous, et de l'autre, des cartes de vulnérabilité, c'est-à-dire par exemple la part des personnes âgées de plus de 65 ans qui sont isolées socialement. Pourquoi ? Parce qu'on sait que lors de la canicule de 2003, 90% des gens qui sont morts avaient plus de 65 ans, et parmi ces gens de plus de 65 ans qui sont morts, les gens qui sont morts le plus sont les gens isolés socialement. Et c'est comme ça très souvent pour les canicules, en particulier dans les zones urbaines. Donc vous voyez, soit vous avez une approche sociale écologique en disant il y a une inégalité environnementale qui va arriver et qui va se produire sous l'effet de l'âge, de l'inégalité en termes d'âge et de l'inégalité en termes socio-économiques, soit vous ne le reconnaissez pas. Mais à ce moment-là, effectivement, et vous ne construisez pas les protections collectives adaptées, mais à ce moment-là, la crise, évidemment, va avoir un impact ravageur.
Deuxième partie du rapport, la question donc, de la transition climatique et de l'emploi. Bon, là, il y a une vraie question. Quand on parle des emplois verts et de l'économie verte, est-ce qu'on parle seulement de la croissance verte, c'est-à-dire est-ce qu'il faut, y compris utiliser, épuiser nos écosystèmes pour faire augmenter le PIB? Est-ce qu'il faut créer des emplois en volume mais pas en qualité, ou est-ce qu'au contraire on s'interroge sur d'un côté l'économie verte et pas la croissance verte, c'est-à-dire une façon de repenser nos processus de consommation et de production, y compris avec de nouveaux indicateurs, et sur les emplois que nous créons, est-ce qu'on veut simplement des emplois peu qualifiés et mal payés, ou est-ce que le verdissement de l'emploi c'est aussi une évolution vers un emploi décent? Bon, donc c'est une vraie question fondamentale et on essaye de en parler. En l'occurrence, c'est Philippe Pochet qui rédige cette partie. Dans cette question de la transition climatique et de l'emploi, il y a aussi la mobilisation des acteurs sociaux. Je vous disais, une transition, il faut des acteurs, des institutions. Donc, par exemple, les syndicats, comment est-ce que les syndicats voient cette problématique de ce qu'on appelle la transition juste, c'est-à-dire une transition qui effectivement serait créatrice d'emplois décents, etc. Et donc, au bout de cette réflexion, il y a l'idée qu'il faut de nouveaux indicateurs pour piloter l'action publique. On ne peut pas vivre éternellement sous le règne du PIB. Ça fait 70 ans qu'on est sous le règne du PIB. Le PIB a été adopté par la communauté internationale à la conférence de Bretton Woods en 1944. Ça fait 70 ans qu'on vit avec. Il est maintenant clair que le PIB est déconnecté du bien-être humain et déconnecté de la soutenabilité environnementale. Donc, si on veut une vraie transition, et si on veut accélérer la transition, il nous faut des bons indicateurs. On ne peut pas continuer à vivre avec cette idée que quand vous faites 1,5% de croissance du PIB en France, vous êtes un héros, et qu'en dessous, rien ne va plus, mais que si vous êtes au-dessus, tout va bien. Ça n'a pas de sens par rapport aux enjeux que nous avons en face de nous. Donc, il faut effectivement une réflexion sur ce qu'est le bien-être humain, c'est-à-dire le fait que le bien-être humain, c'est le bien-être économique, et que déjà, en termes de bien-être économique, le PIB ne capture qu'une toute petite partie de la question du revenu ou de l'emploi, et qu'ensuite, il y a bien d'autres questions qui nous intéressent, comme la question de la santé, l'éducation, le bonheur, l'usage du temps, et puis il y a encore d'autres questions qui nous intéressent, comme la question des institutions, de la confiance, des inégalités. Donc voilà, est-ce qu'on change nos systèmes de pilotage de l'action publique ou pas? Donc c'est aussi une réflexion qu'on propose. Et alors évidemment, là où ça devient très compliqué, c'est que ça, c'est simplement le bien-être humain et qu'il faut le replacer au centre d'une problématique qui est la soutenabilité. C'est-à-dire qu'il faut arriver en plus à faire en sorte d'avoir une réflexion sur le bien-être soutenable, c'est-à-dire le fait que ce bloc de bien-être est intégré dans un ensemble plus vaste qu'est la biosphère, ce qui pose la question des indicateurs de découplage, des indicateurs de flux de matière, de richesse globale, donc comment est-ce qu'on calcule des indicateurs de richesse où le capital n'est pas seulement le capital manufacturé ou disons la finance, mais aussi le capital social, le capital humain, etc. Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur ces nouveaux indicateurs. Enfin, dernier point, j'espère que je ne suis pas trop long. Ça... Il va falloir... C'est très bien, d'accord, merci beaucoup. C'est le genre d'encouragement qui fait plaisir. Si j'avais entendu c'est nul, concluez au plus vite, ça m'aurait un peu perturbé. Merci beaucoup, j'apprécie. La troisième partie du rapport qui est sur la question de la construction des institutions. Donc, la protection sociale écologique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a inventé en Europe, à la fin du 19e siècle, l'État-providence pour faire face à des risques sociaux, pour faire face à des risques que l'on a reconnus comme sociaux. Ça ne veut pas dire que ces risques n'existaient pas avant. La vieillesse, la maladie, l'invalidité, le chômage, tout ça existait pendant des siècles. Mais simplement, à la fin du 19e siècle, on a considéré, sur des motifs de justice sociale, que c'est des risques qui devaient être considérés comme sociaux. Et donc, on devait s'en occuper. Bon. Eh bien, je pense qu'il faut faire la même chose avec les crises écologiques. Je pense qu'en fait, tout simplement, il faut intégrer les crises écologiques dans le périmètre de l'État-providence. Et il faut passer de l'État-providence à un État social-écologique. Donc, sur quoi est-ce que ça pourrait reposer? Sur l'idée que les crises environnementales contemporaines sont en train de passer d'un état d'incertitude à un état de risque. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que l'incertitude, la seule politique publique que vous pouvez avoir, c'est la prière. Quand vous êtes dans un état de risque, la politique publique que vous pouvez avoir, c'est l'assurance. Et c'est toute la problématique de passer de l'incertitude au risque. C'est qu'on peut mettre en place des politiques d'assurance. Donc ça, c'est déjà une première étape. Ensuite, les fonctions standards de l'État, qui sont les fonctions d'allocation, de redistribution et de stabilisation, peuvent parfaitement être appliquées aux crises écologiques. Martin Corr parlait du mécanisme loss and damage. Ça n'est rien d'autre qu'un mécanisme de stabilisation des chocs écologiques et de redistribution des pays riches vers les pays pauvres en cas de choc écologique. Donc on est exactement dans la fonction de stabilisation, sauf que le choc n'est pas une récession, mais c'est, par exemple, le passage d'un typhon. Au niveau du financement, on peut changer nos systèmes fiscaux de sorte qu'ils taxent
beaucoup plus les maux que les biens. Aujourd'hui, les systèmes fiscaux taxent les biens, le travail et le revenu, beaucoup moins les maux, la pollution et l'usage dispendieux des ressources naturelles. Donc on peut avoir une transition. Les systèmes fiscaux n'ont pas cessé d'évoluer au XXe siècle. Quand on a créé l'impôt sur le revenu en 1913-1914 en France et aux États-Unis, c'était une révolution parce qu'à l'époque, on était soucieux du problème des inégalités. Aujourd'hui, il y a une nouvelle révolution fiscale à entreprendre qui est la révolution de la taxation de l'usage des ressources naturelles. Et puis, on peut étendre cette logique sociale écologique bien au-delà de la seule protection sociale vers donc des politiques sociales écologiques. Je vais aller très vite parce qu'en fait, le temps s'écoule. Ça, c'est vraiment un très bon symbole pour n'importe quel... le sablier, pour n'importe quel congrès, ça marche très bien. Effectivement, on est toujours pris par le temps. Donc voilà, donc pour aller très vite, mais vous verrez ça dans le rapport quand il sera mis en ligne, on peut en fait, sur un certain nombre de sujets, la mobilité urbaine, la question de la fiscalité, la question de la politique du logement, construire à chaque fois une réflexion sociale écologique qui vise à dépasser des arbitrages qui sont présentés comme indépassables entre social et écologique pour aller vers des situations gagnant-gagnant où on peut avoir une amélioration dans les deux cas. Bon, tout dernier point, ce à quoi nous amène cette réflexion sociale écologique, c'est que je pense que l'écologie n'est absolument pas, le but de l'écologie n'est pas du tout de sauver la planète ou de sauver le climat. Moi, je suis toujours très, très inquiet quand on présente la problématique comme sauver la planète ou sauver le climat, parce que je pense que pour la majorité des citoyens, ce sont des questions qui sont présentées comme des questions de politique étrangère. La question, c'est faire en sorte, donc ni moraliser, ni rendre les choses complètement abstraites. La question, c'est qu'il faut protéger les humains de leur inconséquence, d'accord, de l'inconséquence de leur mode de développement et des conséquences inégalitaires de cette inconséquence. Donc, par exemple, si on pouvait, à chaque fois qu'on parle d'écologie, dire l'écologie, c'est pas sauver la planète, mais c'est sauver la santé de vos enfants, je pense que les gens comprendraient tout de suite de quoi on parle. Alors que quand on dit sauver la planète, si vous voulez, je pense qu'on ne comprend pas très bien, et surtout on a l'idée que c'est la planète de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la sienne. Donc en fait, la question, c'est effectivement de préserver les systèmes sociaux, les systèmes humains. Et quand on fait des plans, par exemple, à Paris, et Dieu sait qu'on en a besoin, sur la question de la régulation des particules fines, on appelle ça des plans de protection de l'atmosphère. Mais c'est complètement invraisemblable d'appeler ça comme ça. Ce n'est pas des plans de protection de l'atmosphère, c'est des plans de protection de la santé des enfants, parce que s'ils sont affectés par les particules fines, tout leur devenir social va en être affecté. Donc ce sont des plans de protection des enfants. Appelons ça comme ça. Je suis sûr que si on appelle ça comme ça, les parents vont être beaucoup plus prêts à soutenir ces plans. Donc au fond, il y a un impératif de protection, et cet impératif de protection doit être combiné avec un impératif de justice par ce nouveau récit commun qu'on essaye de détailler dans ce rapport, et c'est ça qui peut, espérons-le, accélérer la transition. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Donc je pense qu'on peut à nouveau effectivement remercier nos 3 orateurs de la matinée. J'ai l'impression que vraiment on a réussi à avoir un triptyque cohérent sur une question, la question sociale. Remercier pour la qualité des interventions. En tout cas, moi j'étais vraiment très impressionné par ces 3 interventions, par leur complémentarité. Remercier aussi d'avoir touché notre tête. Évidemment, on est dans un congrès interdisciplinaire, mais aussi nos cœurs. Peut-être que comme vous aussi... les interventions, ce qu'elles appellent aussi entre nous et pour nous est évidemment un élément important. Je sais que certains d'entre vous auraient voulu sans doute poser des questions, partager certaines questions, certains questionnements aussi. On a une pause café qui va aussi servir à ceci. Donc je vous invite maintenant à aller à la pause café et ensuite à rejoindre les différentes sessions parallèles. Et on se revoit à 14h en session plénière pour rediscuter de tout ceci.